Quelques minutes pour que tout le monde s'assoie. Bienvenue. Bienvenue dans cette séance en plénière organisée en coopération et par l'Association internationale des maires francophones. On va commencer, je sais qu'il y a des jeunes notamment qui vont nous retrouver, mais qui sont encore dans le hall. Alors, je vais être votre maître de cérémonie, comme on dit, modérateur de cette session. Frédéric Vallier, je suis délégué général de l'Association internationale des maires francophones. Oui. Oui, on va attendre 2 minutes que les jeunes nous rejoignent. Je pourrais peut-être commencer par vous chanter une petite chanson en attendant, mais je ne sais pas si ça vous ferait rester. Même si on est le 1er avril. Ah oui, je suis pas très fort en blague. Je suis meilleur en chanson. Non, 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 ça va. Ah, voilà. Bienvenue à la jeunesse. Descendez, n'ayez pas peur, venez, venez, venez. Allez-y. Voilà, je pense que tout le monde s'installe. On va pouvoir démarrer. Alors, nous subissons tous et toutes les conséquences du changement climatique, et plus particulièrement la hausse des températures à des niveaux différents en fonction des latitudes,
de l'altitude ou de l'environnement dans lequel nous vivons. Ce sont d'abord les villes et leurs habitants qui subissent ce changement et qui sont les premières victimes de ces dérèglements consécutifs au changement climatique. Cela ne va pas toucher toutes les populations de la même façon, et nous savons que ce sont les populations les plus fragiles et les plus modestes qui vont subir le plus. Alors, 10 ans après l'adoption des accords de Paris, le rôle des villes dans la lutte contre le changement climatique et leur capacité à améliorer le quotidien, le cadre de vie des gens par des politiques publiques ambitieuses n'est plus à démontrer. Cependant, il nous reste encore beaucoup à faire, car les coûts induits par la nécessaire adaptation de nos territoires aux risques liés au dérèglement climatique sont considérables. Pour l'essentiel, il est probable que seule une petite partie de la population soit en capacité de supporter ce coût et le coût des assurances induites. Pour les autres, nous devons réfléchir ensemble à des solutions qui ne soient pas seulement technologiques, mais qui permettent véritablement de s'appuyer sur la réalité des territoires. Les villes africaines se trouvent aujourd'hui en première ligne pour gérer les impacts du changement climatique. Il s'agit d'identifier ensemble de quelle manière garantir un développement social et économique auquel aspirent légitimement les populations, tout en essayant d'être plus économes, tant en termes de production de carbone que de ressources à mobiliser. L'objectif de cette session plénière est justement d'essayer d'observer ce que sont aujourd'hui les expériences des villes qui luttent déjà contre les hausses de température, afin de partager les bonnes pratiques à retenir et à mobiliser ailleurs, dans d'autres territoires qui n'ont pas encore ce problème, mais qui doivent dès maintenant se préparer. Il s'agit d'échanger sur les initiatives concrètes mises en œuvre par les collectivités locales pour améliorer la résilience des populations face aux impacts de la chaleur et des phénomènes climatiques extrêmes. Des expériences sont déjà conduites à Tadjoura, à Djibouti, à Casablanca, au Maroc, à Nouakchott, en Mauritanie, et à Cotonou, au Bénin. Toutes nous rapportent à quel point cette lutte est intense pour les populations vivant déjà sous le joug d'un nouveau régime climatique. Il faut engager des politiques à une échelle locale. C'est le rôle et la responsabilité des élus locaux. Ce sont ces expériences qu'il faut mobiliser pour, d'une part, rendre les territoires plus vivables pour les habitants et, d'autre part, réduire notre empreinte respective sur la planète. Pour débuter cette session, nous allons entendre les élus locaux nous faire part de leurs expériences, partager leurs solutions et exprimer leurs attentes face à ce défi du siècle. Et je vous demande d'accueillir sur scène d'abord Madame Rubirola, première adjointe au maire de Marseille, qui nous accueille dans sa ville. Merci de nous accueillir. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents avec nous ce matin à cette plénière. Alors c'est vrai, l'inconvénient des sommets, mais il a été dit hier en ouverture qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix où on va, il faut faire des choix quel atelier on suit, et c'est toute la difficulté. Et puis en plus, à Marseille, le matin, c'est un petit peu dur d'être à l'heure. Donc j'espère que d'autres personnes vont nous rejoindre pour écouter ce sommet, parce qu'en fait, comme l'a dit Frédéric Vallier, il faut s'inspirer des expériences des autres afin de pouvoir trouver, nous, élus locaux, proposer des solutions pour adapter nos villes au réchauffement climatique. Alors j'ai l'immense honneur, personnellement, au nom de la ville de Marseille et pour l'ensemble des Marseillais, d'accueillir mon amie, notre amie la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, que je vous demande d'applaudir. Madame Anne Hidalgo est aussi présidente de l'Association internationale des maires francophones, et c'est aussi à ce titre qu'elle va intervenir ce matin. Et je voulais avant tout saluer l'action d'Anne Hidalgo, aussi bien à l'international. Elle a su faire rayonner Paris à l'international et elle a su démontrer comment il était important que les villes s'engagent à l'international. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est son action à l'international et son action aussi au niveau de la ville de Paris. Son action pour permettre que Paris soit une des premières villes pour lutter, pour s'adapter au réchauffement climatique. Je salue son action et son engagement pour défendre les habitants face au réchauffement climatique. Il fallait avoir le courage, il faut avoir le courage, il faut avoir
osé mettre en place des mesures qui ne sont pas forcément très bien acceptée, mais elle a les convictions chevillées au corps. Et je sais que dans pas longtemps, les Parisiens qui râlent seront fiers d'avoir eu Madame Hidalgo comme maire, parce que Paris, c'est une des premières villes qui sera viable en 2050. Merci Anne d'avoir été volontaire. Merci Anne d'avoir cru à... et d'avoir mené ces projets envers et contre tous. Merci Anne. Merci beaucoup. Merci Michel. Et vraiment, merci. Tu peux rester ici, Michel, avec moi. D'abord, merci à Marseille, merci à toi, parce que c'est une ville que j'aime et je suis très heureuse de répondre à ton invitation parce que tu es une figure, une grande figure de cette ville, une grande figure de ces militants, militantes qui ont pris la question de l'écologie très au sérieux. Peut-être que ta profession de médecin t'a conduite sur ce chemin, je ne dirais pas naturellement, parce que ça n'est pas naturel, mais sur ce chemin qui t'a permis d'accéder à cette très très belle fonction et puis de mettre en œuvre aussi des politiques ici à Marseille. Je veux remercier aussi Frédéric Vallier pour l'Association internationale des maires francophones et vous qui vous êtes levés ce matin pour venir à cette ouverture. Quelques mots pour vous dire, à la fois en tant que maire de Paris et présidente de l'Association internationale des maires francophones. Je salue les maires ici présents, les villes ici présentes avec lesquelles j'ai le plaisir de travailler maintenant depuis de nombreuses années. Je crois que les pouvoirs locaux, les maires, jouent un rôle particulier dans cette adaptation de nos villes au changement climatique. Et dans cette adaptation de nos villes au changement climatique, la question de l'augmentation des températures pour une grande partie de la planète est un des sujets que nous devons affronter. Marseille, Paris aussi, puisque dans les études des scientifiques, dans les 30 ans à venir, des températures de 50 degrés seront attendues à Paris. Lorsque l'on est dans des villes qui n'ont pas été faites pour vivre dans ce type de climat, alors on se pose la question. Et il vaut mieux se poser la question très tôt, parce qu'on sait que l'adaptation, c'est très long, et que lorsque on travaille en tant que responsable politique, et a fortiori à l'échelle locale, on pense bien sûr à ceux qui vivent aujourd'hui, mais on pense surtout aux générations futures et à ce qu'on va leur laisser comme héritage, comme travail à faire pour réparer, ou au contraire comme confort pour pouvoir avoir une vie qui soit une vie vivable dans nos villes et sur la planète. Ça, c'est la question qu'on se pose en permanence quand on se retrouve avec les élus, les maires, dans ce réseau de l'Association internationale des maires francophones, mais aussi dans d'autres réseaux anglophones, etc., à travers le monde. Nous avons vraiment, et j'ai la conscience aiguë, que si nous ne faisons rien, alors ça ne sera plus vivable. Hier matin, j'étais au sommet préparatoire pour la grande conférence sur les océans qui aura lieu à Nice en juin prochain, une conférence sous l'égide de l'ONU, et les scientifiques nous montraient les modèles qui sont les modèles dans lesquels nous devons nous inscrire si nous voulons trouver les solutions adéquates. Ces modèles sont évidemment très inquiétants parce qu'en fait, on n'est pas encore dans la zone complètement rouge, celle dans laquelle il n'y a plus de capacité à agir pour inverser ou stopper ou bloquer ou ralentir le changement climatique. On est dans la zone jaune, c'est-à-dire pas très loin de la zone rouge. Et donc, lorsqu'on regarde cela, on se dit, où sont tous ces gens qui continuent à discuter et même à mettre en cause la question même du changement climatique? Pourquoi font-ils cela? Pourquoi sont-ils encore si puissants? Parce qu'on les connaît. Moi, je les appelle les fossiles. Je trouve que ça leur va bien, parce qu'en fait, c'est tout le monde des énergies fossiles. C'est tous les intérêts des énergies fossiles qui s'accrochent à un vieux monde qui est mort, qui est fini. En tous les cas, qui n'a aucun avenir. Ils s'accrochent et ils ont les moyens, par leur puissance économique, de s'accrocher, par leur puissance médiatique. Ils ont compris que pour être puissants, il fallait quand même qu'ils aient
avec eux ou sous leur coupe un certain nombre de médias et de réseaux sociaux. Donc ils sont puissants, ils font du mal, parce qu'ils propagent un message qui est totalement contraire à tout ce que nous dit la science et à tous les intérêts de l'humanité dans laquelle nous sommes. Mais ils sont puissants et ils sont là. Et nous, je pense qu'on est plus nombreux à avoir conscience, cette conscience aiguë que le changement climatique nous impose d'agir différemment, de changer nos modes de vie et de changer aussi de modèle et de commencer par nos propres vies, nos propres pratiques, notre mobilité, la façon de construire notre habitat, le rapport que nous avons par exemple à l'eau, qui est une ressource extrêmement rare et précieuse. Et donc, nous sommes plus nombreux que les fossiles. Mais c'est vrai que c'est difficile de s'en rendre compte, tant ils envahissent tout l'espace politique, public, médiatique de leur voix, qui finalement est une voix qui veut intimider, impressionner celles et ceux qui, comme nous, pensent que le droit international est là pour nous permettre d'agir et de laisser une planète vivable à nos enfants. Ceux qui pensent que l'écologie, ce n'est pas du renoncement, c'est tout simplement avoir une préoccupation réaliste et en même temps trouver des solutions qui sont des solutions aussi très belles. On ne perd rien quand tout d'un coup on a un rapport à la nature qui est plus authentique et quand on prend conscience que de se retrouver autour d'un feu de camp, eh bien c'est 1000 fois plus fort comme sensation que de passer une heure ou un moment sur un réseau toxique comme X, d'où vous sortez complètement détruit, démoli, en étant dans un état qui n'est pas vous, qui n'est pas ce que vous auriez envie de faire, mais qui est un état dans lequel on vous a tellement matraqué, suggéré, que finalement vous n'êtes plus vous-même. Et donc l'écologie, c'est ça. C'est aller aussi dans un rapport au monde et dans un rapport aux autres, qui est un rapport à la fois plus apaisé, beaucoup plus sain, et un rapport dans lequel on cherche aussi un équilibre. On ne cherche pas à être des prédateurs vis-à-vis de ressources en se les appropriant et en se disant tant pis pour les autres. On est dans ce moment-là. Et c'est vrai que ce sommet est très intéressant parce qu'il pose aussi un autre sujet. Il vient directement sur la question du Nord et du Sud. Le terme de Sud global est consacré, même s'il est très imparfait. Mais c'est vrai que les pays riches ont capté les ressources, les ont prises pour eux, ont fondé sur cette exploitation de terres qui n'étaient pas chez eux leur bien-être, leur développement, leur industrialisation. Et puis à un moment donné, ils disent écoutez, c'est simple, maintenant, puisqu'il faut réduire tout ça, on va tout réduire. Et les pays du Sud disent d'accord, mais nous, on a des populations qui vivent encore dans la pauvreté. Et donc, ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est assez simple. Il faut qu'au nord, on soit plus sobre et qu'au sud, on lutte beaucoup plus contre la pauvreté pour arriver à des niveaux de qualité de vie qui soient dignes pour tous les êtres de cette planète. Et donc, poser aujourd'hui dans ce sommet la question des solutions, qui sont les solutions d'adaptation telles que inventées dans le sud et notamment en Afrique, c'est une autre façon aussi de dire il y a des solutions qui ne sont pas toutes venues du Nord. Et le Sud va être utile au Nord par des solutions qui sont aussi des solutions à la fois naturelles pour un certain nombre d'entre elles, mais aussi technologiques, mais pas dans une croyance, je dirais, presque irrationnelle dans la technologie, non, en intégrant aussi le low-tech, en intégrant aussi des technologies qui soient moins impactantes sur l'environnement. Dans les façons de construire, moi je me souviens d'il y a plus de 15 ans, un voyage en Inde où j'ai rencontré des architectes qui reprenaient les techniques de construction pour permettre aux bâtiments d'être agréables, vivables, par évidemment l'emplacement de ces bâtiments, les ouvertures naturelles,
et la façon dont il pouvait être traversé par les vents, les courants, etc. C'était une leçon d'architecture qui nous permet, par exemple, dans nos pays et dans nos villes, de nous passer de climatisation. C'est ce qu'on a fait quand on a, par exemple, construit le village olympique et paralympique en Seine-Saint-Denis, sur l'île Saint-Denis, où les architectes ont travaillé pour que ces bâtiments puissent se passer de climatisation, y compris dans une perspective d'un Paris à 50 degrés. Et d'ailleurs, nous avons, avec tout le travail qui a été fait, vu que sur des températures de plus de 40 degrés, qui est quand même déjà extrêmement important, par exemple à Paris, nous avions une température de 27 degrés au maximum dans ces bâtiments-là. Des techniques qui sont des techniques inspirées par le Sud. Les techniques d'agriculture urbaine aussi. Voyage que nous avons fait récemment à Nouakchott, un pays où il y a la mer et le désert, et le travail que fait notre collègue, qui est la présidente de Nouakchott, qui viendra tout à l'heure, mais Fatih est là aussi avec elle, et c'est un travail remarquable qui est fait sur à la fois la ressource en eau, mais comment l'agriculture urbaine vient au service souvent des femmes qui produisent pour elles, pour leur famille, mais aussi pour vendre, c'est-à-dire dans le cadre d'une activité, des légumes, des fruits, des denrées qui permettent d'être cultivés. Et moi, j'ai été impressionnée, on y était ensemble, avec Michel aussi, de voir comment la mère de Nouakchott, tout l'opin de terre qu'elle trouve et qu'elle peut rendre irrigable d'une façon extrêmement précise, hein, c'est vraiment presque du goutte à goutte, le met en culture et propose aux femmes de venir le cultiver. Ça vous change une ville, ça vous change une collectivité humaine, et ça change aussi la qualité de vie, et je dirais ça change aussi un peu le climat, puisqu'on crée des microclimats de cette façon-là. Donc les solutions sont là. Il faut, et je vais conclure là-dessus, il faut juste qu'on ne soit pas impressionné par cette vague de backlash écologiste, de backlash progressiste, de backlash féministe qui déferle aujourd'hui sur la planète. Il ne faut pas qu'on soit impressionné par cela, parce qu'en fait, si vous comptez, on est beaucoup plus nombreux, et les fossiles, eh ben, on va les laisser se fossiliser, hein, mais on ne va pas se fossiliser avec eux. Nous, on va continuer à vivre. C'est aussi le sens de ce sommet. Merci à vous. Merci, Madame le maire. Moi, je voudrais dire quand même qu'on est quelques-uns ici à se souvenir du sommet des villes qui avait été organisé il y a 10 ans à Paris à l'occasion de la COP, et de l'action qui a été conduite par la maire de Paris et par toi, Anne, personnellement, parce que je sais que c'est une cause qui te tient particulièrement à cœur, de faire reconnaître l'action des villes, l'action des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Et ce n'était pas gagné, parce que moi, ça fait très longtemps que je suis les COP climat, et pendant très longtemps, on nous disait, mais les villes n'ont rien à voir avec cette histoire, ça concerne les États, les gouvernements centraux, et progressivement, par l'action conduite par les élus, par les maires comme Anne, on a réussi à faire reconnaître le rôle des villes, et le sommet des villes à Paris en 2015 a été un moment extrêmement fort qui a inscrit cette action-là dans l'agenda mondial et dans l'agenda des Nations Unies. Voilà, merci. Merci à toutes les deux. Alors, je vais appeler pour la table ronde les maires qui sont avec nous et qui sont venus d'Afrique. D'abord, monsieur le maire de Cotonou, si vous pouvez nous rejoindre, Luc Atrokpo. Monsieur le président de la région de Tadjoura, cher Omar Hossein. Monsieur le vice-maire de Casablanca, Fatimetou Boukris, pour représenter la ville de Nouakchott. Rejoignez-moi, installez-vous.
J'espère que j'ai oublié personne. Allez-y, 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 prenez place. On a largement la place. Et on va commencer en écoutant un message de Cécile Phipps, la directrice de l'IFDD. L'IFDD, c'est l'Institut francophone pour le développement durable qui est basé au Québec. Mais malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a délivré un petit message pour ouvrir cette table ronde. Et donc, on va pouvoir l'écouter tout de suite. Madame la présidente de l'AIMF et maire de Paris, monsieur le président de Climate Change, cher Ronan, monsieur le délégué général de l'AIMF, cher Frédéric, mesdames et messieurs les élus locaux, mesdames et messieurs en vos titres et rangs respectifs. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs et organisatrices de Climate Change, mais également de cette session plénière pour l'invitation. Je veux dire que j'aurais bien aimé être avec vous à Marseille et profiter de la chaleur de la Méditerranée, alors que nous venons de subir une nouvelle bordée de neige à Québec, où l'Institut de la francophonie pour le développement durable est basé. Alors, l'IFDD est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie, et je dois dire que nous accompagnons les pays et territoires francophones dans la mise en œuvre et l'accélération de cette mise en œuvre des objectifs du développement durable depuis plusieurs années, sinon plusieurs décennies. Cet accompagnement passe notamment par un meilleur accès au financement dédié au climat et à la biodiversité, indispensable pour concrétiser les ambitions concrètes et locales en matière de développement durable. Depuis l'adoption en 2015 de l'agenda 2030 par les Nations Unies, les ODD, comme on les appelle, constituent un cadre universel pour éradiquer la pauvreté, mais également protéger la planète et garantir la prospérité pour toutes et tous. Leur mise en œuvre, à travers 17 objectifs et 169 cibles, exige une approche intégrée, systémique et inclusive, mobilisant l'ensemble des composantes de la société. Aujourd'hui, 56% de la population mondiale vit en milieu urbain. Ce simple fait souligne le rôle clé des territoires, et donc de vous, les élus locaux, dans la réussite de cet agenda. L'OCDE estimait dès 2020 qu'au moins 100 des 169 cibles ne pourront être atteintes sans un engagement fort des collectivités territoriales. Conscients de ces enjeux, de nombreux territoires francophones ont déjà intégré les ODD dans leur stratégie locale, par exemple en mettant à jour leurs plans locaux de développement ou en adoptant des politiques spécifiques pour lutter contre les changements climatiques et la perte de la biodiversité. Dans plusieurs cas, que ce soit en Afrique de l'Ouest, dans l'océan Indien ou en Afrique centrale, l'Institut de la francophonie pour le développement durable a été sollicité pour accompagner ces processus d'élaboration ou de révision. Afin de soutenir la priorisation des ODD au niveau local et de façon à ce que ce soit aussi plus simple pour les élus locaux pour arriver à atteindre ces 169 cibles, donc très nombreuses, l'Institut de la francophonie pour le développement durable a conçu une grille de priorisation des cibles des ODD. Alors avec un acronyme un peu barbare, le GPC-ODD est un outil que vous pouvez trouver en ligne et c'est un outil d'aide à la décision et à la participation citoyenne. Il permet aux collectivités d'identifier les cibles prioritaires à partir des besoins et aspirations de leur communauté et aussi d'aligner leurs actions avec les grands objectifs mondiaux. Et tout ceci de façon très simple. Vous avez un cours en ligne ouvert et massif qui est disponible sur le site de la francophonie et nous vous attendons sur ce site avec grand plaisir si vous voulez aller plus loin dans votre mise en place de politique des ODD. Par ailleurs, nous le savons, plusieurs villes francophones ont adopté des plans verts et des stratégies climat ambitieuses. Je ne vais pas toutes les nommer, mais vous faites partie, vous, villes francophones, d'un certain nombre de réseaux qui, je pense, sont présents aujourd'hui ici, que ce soit le C40 ou encore la Convention des maires, qui veulent fédérer les engagements volontaires des autorités locales du monde entier en faveur d'un avenir plus durable, plus résilient et inclusif. Les défis restent cependant nombreux, en particulier pour assurer le renforcement des capacités locales et mobiliser des ressources suffisantes pour mettre en œuvre les politiques adaptées.
Dans ce cadre, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, en collaboration avec l'AIMF très étroitement, nous sommes là pour poursuivre les efforts et vous accompagner techniquement, stratégiquement, de façon à vous permettre de mettre en œuvre pleinement l'agenda 2030. Je vous remercie. Voilà, merci à Cécile Martin-Phipps pour ce message. Et je me tourne maintenant, sans attendre, vers Monsieur le maire de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, vice-président de l'AIMF, Luc Actropo. Monsieur le maire, à Cotonou, vous avez mis en place, je crois, des capteurs d'air afin de rendre l'air plus respirable pour les habitants, car la dégradation de la qualité de l'air est bien l'une des conséquences des changements climatiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Allez-y, prenez un micro. Merci. Merci, M. Frédéric. Et merci à tous ceux qui sont là. Merci aux panélistes. Comme vous l'avez si bien dit, et comme l'on dit tout à l'heure, Madame la maire de Paris, Madame la première adjointe au maire de Marseille, la question du changement climatique aujourd'hui est une question commune à toutes les villes, à toutes les grandes villes. C'est une question donc à traiter avec beaucoup de sérieux. Et à Cotonou, nous y avons très sérieusement réfléchi. Nous avons travaillé avec le port autonome de Cotonou, qui est une entité assez importante. Vous savez aujourd'hui que le port de Cotonou est en plein centre-ville, pour ceux qui connaissent Cotonou. Et du coup, crée beaucoup de nuisances. C'est vrai, le port pour nous est assez important, mais dans le même temps, par ses activités, ce port crée beaucoup de nuisances. Tous les camions traversent la ville et vont au port de Cotonou. Nous avons donc réfléchi avec le port et Nabel pour voir quel peut être l'apport de ce port autonome dans la lutte que nous faisons aujourd'hui contre le changement climatique et à travers donc, le projet d'appui au développement du secteur portuaire et à la demande du port et de la ville de Cotonou. Et Nabel Bénin a mobilisé la société belge CUNAC dans une phase pilote en 2023 pour l'implantation d'un réseau de 17 capteurs. Il fallait installer 17 capteurs et 7 jauges, ainsi que d'autres plateformes de recueil des données qui vont collecter les données toutes les 10 minutes en temps réel. Donc ça a été une expérience pilote mise en place en 2023. Et ces capteurs permettront de mesurer 4 principaux polluants, notamment le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et les diverses catégories de particules fines. Le nouvel accord signé en 2024, donc l'année passée, entre la ville et le port permettra de généraliser cette pratique au moins au cas du territoire humain. C'est assez coûteux. Donc le port nous a expliqué qu'il ne peut pas couvrir tout le territoire de Cotonou, mais l'objectif c'est de couvrir le cas du territoire de Cotonou avant fin 2026. Et là, ce partenariat entre le port, la ville de Cotonou et Nabel aura apporté sa petite pierre à l'édifice de lutte contre le changement climatique. Merci. Merci, Monsieur le maire. Je crois que vous avez aussi développé des espaces de verdure dans la ville pour baisser les températures et créer des îlots de fraîcheur. Vous pouvez nous en dire un mot? Merci. Oui, évidemment, nous l'avons fait. D'ailleurs, tous les projets que nous développons aujourd'hui à Cotonou ont l'obligation de tenir compte
des donnes que nous avons aujourd'hui, notamment la lutte contre le changement climatique, c'est systématique. Le plan national d'adaptation au changement climatique au Bénin, réalisé en 2022, prévoit à l'horizon 2070, dans un scénario extrême, que 98% du territoire du Bénin devrait être exposé à la température extrême. C'est donc assez préoccupant. Tandis que les périodes de saison sèche et humide devraient devenir les plus extrêmes, associées à un risque accru d'inondation. Vous savez, la ville de Cotonou est une ville géographiquement exposée parce que la mer est au-dessus de la ville, donc on connaît des inondations cycliques. Selon les données de météo Bénin obtenues sur la période de 1970 à 2019, on a déjà enregistré entre 1970 et 2019 des écarts de température à la normale se situent entre 0,8 et 2,3 degrés Celsius. Vous voyez que ça nous expose et c'est assez préoccupant. À l'état actuel d'avancement du projet dont nous avons parlé, la ville de Cotonou dispose de 70 espaces verts. C'est des îlots. On a retenu qu'à la fin de 2026, nous aurons 150 îlots pour permettre de lutter un peu contre le réchauffement. Nous avons fait des efforts et au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà à 70. Donc il nous reste 80 à faire avant fin 2026. Comme je l'ai dit hier, nous avons eu la chance d'être déclarée la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest à fin 2024. Et nous pensons qu'avant la fin 2026, nous serons la ville la plus verte. En tout cas, c'est notre objectif et nous travaillons sérieusement à cela. Pour ceux qui étaient à Cotonou au sommet à l'âge de l'AMF et qui sont allés à la plage, ils doivent avoir constaté que nous travaillons aujourd'hui à Verdi totalement la plage le long. La plage de Cotonou, tous les carrefours sont pratiquement verts, en tout cas en grande partie. Et comme je l'ai dit, nous ferons en sorte que ces avancées ne puissent pas s'arrêter et que à la fin 2026, nous ayons tous nos carrefours verts et que nous aurons Cotonou comme une ville très très verte. Merci. Cotonou, capitale verte de l'Afrique. Mais peut-être on aura l'occasion de s'en rendre compte très bientôt, monsieur le maire. En octobre. Voilà. Merci. On va pas divulgacher, comme on dit en français, l'information de cet après-midi. D'accord. Mais je voulais juste dire aussi, monsieur le maire, que vous avez un projet avec l'Association nationale des communes du Bénin qui est très intéressant, qui est la construction d'une maison du climat, avec pour objectif, si j'ai bien compris le projet, de former les jeunes à la lutte contre le changement climatique et aux métiers liés au climat dès le plus jeune âge pour créer en fait donner la capacité aux villes, aux communes de pouvoir mener des politiques publiques ambitieuses dans le domaine et surtout d'avoir aussi des jeunes entrepreneurs qui travaillent sur ces sujets-là, que ce soit le recyclage ou les énergies durables, etc. Je crois que c'est aussi très important. Merci. Je voudrais vous remercier, M. Frédéric, et remercier l'AMF. Tout à l'heure, j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont venus dans la salle. Et maintenant, la maire de Paris le disait tout à l'heure, nous devons travailler à laisser à la jeune génération des villes où il ferait bon vivre pour chacun et pour tous. Et pour ça, nous ne ferons pas le bonheur des jeunes sans les jeunes. Il faut les former, il faut les sensibiliser. L'approche doit être participative. Il faut les associer à ce que nous faisons. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme je l'ai dit, ma joie a été grande quand je les ai vus nombreux entrer. Et nous y avons pensé à l'ANCB et nous avons pensé à ce que nous appelons la Maison du Climat. Et la Maison du Climat au Bénin, l'initiative de l'ANCB, entendez l'Association nationale des communes du Bénin, qui permettra de former annuellement les jeunes issus des 77 communes du Bénin
pour concrétiser la contribution des élus à la transition énergétique du pays. En effet, pour des mesures d'économie circulaire, ces jeunes pourront valoriser au moins 32% des déchets biodégradables pour la fabrication du compost, la production du biogaz, par exemple, à partir des déchets hospitaliers, alimentaires, ménagers. Et 24% des déchets agricoles pourront servir à produire des charbons écologiques pour des modes de cuisson respectables de l'environnement. On a fait l'expérience là dans certaines communes du Bénin, notamment à Segbana et à Malanville, un projet qui a été financé par l'Union européenne, où nous avons été très heureux à l'inauguration de voir que des maisons qui n'avaient pas d'électricité ont pu préparer avec du gaz, par exemple, sans que ce ne soit nuisible à l'environnement. Donc cette initiative de la Maison du Climat, par ailleurs, doit accompagner les 77 municipalités à réaliser des audits énergétiques des administrations municipales pour atteindre l'efficacité énergétique. L'Union européenne a déjà marqué son accord pour soutenir le projet. Et merci à eux. Et ce projet est soumis à l'IMF aussi pour que, ensemble et en synergie, nous puissions travailler à relever ce défi qui est la mise en place de la Maison du Climat à l'NCB au Bénin. Merci. Merci, monsieur le maire. Oui, je crois qu'on peut applaudir les initiatives conduites à Cotonou et au Bénin. Alors, trop d'eau d'un côté, pas assez dans d'autres pays, parfois trop d'eau d'un coup et pas du tout pendant des années dans certaines régions. Alors, je vais me tourner vers monsieur le maire adjoint de Casablanca, qui est une ville qui est particulièrement marquée par le stress hydrique, cher Ahmed Afilal El Alami El Adrissi, donc vice-président du conseil de la commune de Casablanca. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous appréhendez à Casablanca la question du stress hydrique dans une grande ville comme ça? Bonjour. Je crois que ça fait 7 ans qu'il y a la sécheresse au Maroc, exactement. Donc c'est important de le signaler, avec des enjeux évidemment très importants sur l'agriculture et sur l'alimentation et la vie en ville. Bonjour à toutes et à tous. Merci Frédéric. En ce qui concerne Casa, comme toutes les villes africaines et marocaines, a connu des années de sécheresse, surtout ces dernières années. Ces 7 dernières années, on avait un problème de stress hydrique. On devait trouver d'autres alternatives. On a commencé premièrement parce que malheureusement, le barrage qui alimentait Casa, le barrage de Massira, qui est à côté de Casa, la région de Casa, il restait que 1%. Donc on n'avait pas d'eau pour alimenter Casa. Premièrement, en partenariat avec le gouvernement marocain, on a pu amener de l'eau du nord du Maroc, où il pleut assez, du barrage de Sbo. On a fait presque une autoroute d'eau pour alimenter Casablanca, surtout le sud de Casablanca. Casablanca a besoin chaque année de presque la région de 400 millions de mètres cubes d'eau. Donc on l'a fait ce projet en un temps record, en 8 mois exactement. On devait le faire en 2 ans ou 3 ans. On l'a fait en 8 mois, ce qui nous a aidés parce qu'on allait commencer à faire des coupures d'eau, des heures précises pour les Casablancais. On a aussi pris une décision de diminuer le débit d'eau parce qu'on n'avait plus d'eau presque. Aussi parce qu'il y a des espaces verts à Casablanca, parce qu'au début de notre mandat, on a dit qu'il faut faire des parcs, parce que Casa est devenue une ville à béton. Avec le changement climatique, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de parcs. On a décidé de créer des parcs pour les 16 arrondissements, ça veut dire chaque arrondissement, on a décidé de créer un parc. Mais malheureusement, pour l'arrosage de ces parcs, on avait besoin d'eau. Et on a trouvé qu'on était en plein stress hydrique et on arrosait de l'eau, les espaces verts avec de l'eau potable. On a décidé de enlever tous les compteurs
Et on s'est tourné vers l'alternative de créer des stations de la réutilisation des eaux usées. On a commencé avec une grande station au sud de Casablanca, Mediouna, qui nous donne presque 7000 mètres cubes jour pour arroser le sud et l'est de Mediouna. Et on est en train de réaliser une autre station, qui est la station de la réutilisation des eaux usées, qui est à l'Ancre, sur la côte, qui va nous arroser le nord et aussi le centre de Casablanca. Et ça, c'est très important pour nous, surtout durant ce stress hydrique. Aussi, en partenariat avec le gouvernement, il y a un gros projet de dessalement des eaux de la mer qui va aider la région de Casa et Casablanca dans ce stress hydrique et cette sécheresse avec le changement climatique que connaît le Maroc. Alors, très bien. Mais comment la population réagit à toutes ces initiatives et comment, d'abord, elle s'adapte elle-même à la situation? Parce que ça fait maintenant quelques années que... On a commencé avec des campagnes de sensibilisation via la télévision et la radio, aussi des panneaux publicitaires. Et aussi, on a fait, ça c'est très important, on a fait des campagnes qui touchent les enfants, surtout les écoles publiques. Depuis le jeune âge, chaque jeudi, ça s'appelle les écoles vertes, on commence à les sensibiliser à ne pas utiliser, à ne pas gaspiller de l'eau potable, et aussi vis-à-vis du climat, à valoriser, à essayer de les éduquer au recyclage, surtout ne pas jeter les plastiques, c'est de la valorisation des déchets ménagers aussi. Et ça, c'est très important pour nous. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On y reviendra tout à l'heure sur le cas de Casablanca, mais je voudrais me tourner vers Monsieur Houssen Omar, qui est donc président de la région de Tadjoura. Alors là, c'est une autre région particulièrement sèche, Djibouti. C'est un peu un désert sur la mer. Et en même temps, Monsieur Houssen, vous êtes aussi président de l'association des collectivités territoriales de Djibouti. Alors c'est un magnifique territoire au bord de la mer Rouge, avec une chance extraordinaire de pouvoir découvrir les coraux et les fonds marins. Mais tout ça est aussi en danger et tout ça est aussi très menacé par la sécheresse et par les difficultés hydriques. Alors, comment vous pouvez nous... Alors, je sais que vous avez, mis en place des projets vraiment très, très innovants pour la région, parce que dans une région où il n'y avait pas d'agriculture, pas moyen de faire pousser des légumes, pas moyen de produire de l'eau minérale ou buvable, vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes, si je peux dire, et d'inverser cette tendance. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Merci beaucoup. Alors, je tiens quand même à remercier la ville de Marseille et l'AMF de nous avoir permis de participer à cet atelier sur le changement climatique. Le changement climatique, et pour tous ceux qui sont sceptiques, j'aimerais bien qu'ils voient un peu l'Afrique, et surtout Djibouti, où la température a déjà atteint les 50 degrés. Alors que dans certains pays, comme j'ai entendu Madame la maire de Paris, sont en projection. Nous, on les avait atteints cet été, en mois d'août, on avait frôlé les 48 degrés. Donc, dans ces conditions, Djibouti a une particularité qui est de ne rien produire. La terre n'est pas favorable, n'est pas fertile, et l'eau, il manque même pour la consommation humaine. Et nous importons, si vous voulez, tout des pays voisins, comme l'Éthiopie, qui est un grand fournisseur pour tout ce qui est légumes et fruits, et aussi de l'Europe. Et la priorité du Conseil régional du Tadjoura a été de voir comment s'adapter à ces températures et comment créer la nourriture, l'alimentation pour la population. Donc, avec ces températures, c'est vrai que c'est difficile de faire pousser les légumes, donc nous avons adapté. On n'a pas
plutôt innover, adapter ce qui existe un peu à l'extérieur. C'est-à-dire que pour la culture, par exemple, nous avons fait le choix de la culture hors sol. C'est-à-dire cultiver sous des serres et des cultures hors sol quand même qui est à notre échelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très très sophistiquée comme dans certains pays où ils ont les moyens. Et avec ce projet pilote, nous avons pu démontrer qu'il est possible de produire des légumes et des fruits à pilote, bien sûr, c'est à petite échelle, c'est à peu près à 2500 mètres carrés, où nous produisons quand même jusqu'à 130, 140 tonnes à l'année. En pilote, bien sûr, on a rencontré beaucoup de difficultés, on va y revenir. On va s'adapter sur les prochaines extensions de nos réseaux. Et c'est ça que nous avons voulu créer, et ça aussi en partenariat avec des pays qui sont déjà à la pointe. Je sais que déjà au Bénin et chez notre ami Luc, ils ont la culture hors sol. Et dans d'autres pays, mais moi je me suis rapproché de le Kenya, pourquoi? C'est pas francophone, mais pourquoi? Parce que c'est la proximité. Donc voilà ce qui a été fait. Les résultats sont vraiment excellents. Et les légumes de bonne qualité. Donc l'eau, nous avons utilisé aussi pour ne pas consommer trop d'eau les gouttes à gouttes, soit alimentés par des gouttes à gouttes. Et là, nous devons, avec ce projet pilote, nous voulons aller encore un peu plus loin et pour passer à des hectares de production dans la région. Ça, c'est le côté alimentation aussi. Comme vous avez dit, c'est désertique. La soif est très, très important dans la région où nous avons presque, il faut aller chercher de l'eau à 300, 400 mètres de profondeur. Et des fois aussi, on n'y trouve pas. Et dans ce projet de lutte contre la soif, on en a d'autres, hein, mais celle-là, elle est innovante, elle est plutôt faite pour un endroit où l'État a essayé de forer 3 puits profonds jusqu'à 350 mètres de profondeur. Et ça a été un échec, ils n'ont pas pu trouver de l'eau. Et ça, c'était avant que j'accède au conseil. Et cette question me tracassait beaucoup la tête. Et c'est pour ça que j'ai cherché aussi voir si, dans le monde, il n'y a pas aussi des solutions qu'on pourrait adapter. Et c'est là qu'on a passé à la captation de l'humidité dans l'air, et avec les générateurs atmosphériques et qu'on a mis en place actuellement pour ce village de 300 habitants. La machine que vous voyez là, elle produit à peu près 5000 mètres cubes par jour. 5000 litres, 5 mètres cubes par jour. Mais compte tenu des moyens, et elle est alimentée en solaire aussi, et elle ne fonctionne que dans la journée, au fil du soleil. Ce qui fait qu'on produit à peu près entre 2000 et 2500 litres par jour. Mais ça a changé vraiment la qualité de l'eau que vous voyez dans cette photo. Vous avez l'eau minérale, je vous dis, hein, qui est à côté, à droite, et l'eau que les gens buvaient, l'eau de retenue, qui était creusée, l'eau de pluie, que les gens buvaient avant. Donc tout ce que ça pouvait faire sur la santé humaine, surtout pour les enfants. Et c'est un projet financé par l'Union européenne. D'ailleurs, vous voyez à la photo l'ambassadrice de l'Union européenne qui est en train de boire cette eau. Et il y a encore d'autres projets qu'on va pas ici, qu'on n'a pas détaillés, mais qui sont aussi pour lutter contre le changement climatique dans la région de Tadjoura. Merci, Monsieur le Président. Oui, félicitations pour ces initiatives, parce que je crois que c'est vraiment dans un pays aussi difficile quand même que Djibouti, vous l'avez dit, où la terre est infertile, où il faut aller chercher l'eau très très profond quand on en trouve. Ces initiatives montrent que les collectivités territoriales peuvent trouver des solutions.
Et je dois dire que Djibouti est pour nous un exemple très important parce qu'il se trouve que c'est assez récent que les collectivités territoriales ont été créées à Djibouti. Le développement de la décentralisation a été accompagné par l'IMF et par d'autres partenaires, mais on a, je crois, vraiment ensemble réussi à prouver que les initiatives portées par les territoires pouvaient répondre aux attentes des populations et pouvaient trouver des solutions quand l'État n'en trouvait pas lui-même. Donc c'est très important. Donc merci beaucoup. Alors je vais maintenant me tourner vers quelqu'un qui n'est pas élu local, mais qui travaille pour l'OCDE. Madame Brié-Anderson, merci d'être avec nous. Vous avez conduit à l'OCDE un certain nombre d'études et de travaux sur l'urbanisation et l'environnement. Et je voudrais que vous nous disiez un peu quels sont les résultats de vos recherches, vos études, notamment sur les tendances régionales de chaleur extrême dans les villes d'Afrique, et en particulier, je crois que vous avez travaillé sur l'Afrique de l'Ouest, et puis nous dire comment on peut adapter aussi la construction des villes, adapter les matériaux qu'on utilise pour la construction des villes pour éviter d'aggraver la situation ou pour trouver des solutions aussi pour les habitants. Alors je vous laisse la parole pour cette explication. Et puis ensuite, on aura Madame Boukris pour la région de Nouakchott. Et ensuite, on pourra prendre quelques questions dans la salle. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y a un slide que je vais montrer. Donc, la chaleur extrême devrait avoir des conséquences majeures sur la région. En fait, normalement, c'est une GIF. Donc, vous voyez, là-bas, c'est la chaleur extrême entre deux scénarios. C'est le nombre de jours où la température devrait dépasser les 35 degrés entre 2025 à la fin du siècle. Donc, la zone violette indique moins de jours de chaleur extrême, tandis que les zones jaunes montrent les régions où la chaleur extrême pourrait durer jusqu'à 365 jours, en fait. Et donc, nous nous concentrons sur les températures supérieures de 35 degrés, car c'est à ce moment que nous commençons à observer les effets de chaleur sur la mortalité, la productivité du travail, ainsi que le stress thermique. Donc, sur la côté gauche, c'est un scénario où les émissions atteignent le pic en 2040 et une grande partie du continent connaître de la chaleur extrême pendant une large partie de l'année. Et ce qu'on voit dans le scénario le plus pessimiste à droite, où les émissions continuent d'augmenter jusqu'à la fin du siècle, on voit que la chaleur extrême s'aggrave beaucoup plus rapidement et que de plus en plus, les zones seront confrontées à des périodes prolongées de chaleur extrême. Et en fait, je pense que l'une des principales différences entre ces scénarios concerne les zones côtières, comme Cotonou au Bénin, en fait. Donc, aussi, nous avons en parallèle les tendances de l'urbanisation. On voit que cette tendance devrait se poursuivre pendant au moins les 30 prochaines années. Et environ 950 millions de personnes supplémentaires devraient rejoindre les villes africaines d'ici le milieu du siècle. Et une partie de cette croissance serait due à la fusion de villes existantes, mais la majorité proviendra d'une croissance in situ. Donc, c'est les deux tendances. Et ça, c'est important parce que la construction va s'intensifier, en fait. Plus de logements, plus d'écoles, plus d'infrastructures. Et cette expansion repose une grande partie sur la main-d'œuvre qui s'exposait au risque de chaleur extrême. Donc, des températures plus élevées entraînent une perte de productivité accrue, non seulement dans le secteur de la construction, mais aussi dans l'agriculture et l'industrie. Donc, nous avons besoin de mettre des mesures en place que nous avons déjà discutées. Je pense que
Madame Hidalgo, la maire, elle a déjà expliqué un peu, mais il y a des solutions qui existent déjà et les autres intervenants. Ce qu'on voit que en Afrique de l'Ouest, il y a les architectes qui redécouvrent des techniques pour rendre les habitations plus confortables à mesure que les températures augmentent. Au Burkina Faso, par exemple, les constructions en matériaux terreux offrent une solution naturelle à la chaleur et maintenant les maisons fraîches. Et cette méthode repose sur Adobe, un matériau qu'on peut collecter localement. Mais en fait, ce qu'on voit, et peut-être on peut discuter avec l'augmentation des niveaux de vie et aussi la croissance rapide des populations, ceux qui peuvent se les permettre choisir de la maison de construire en béton. Et je pense que la terre Adobe est perçue comme un peu démodée. Donc, je sais que, on sait tous que l'Adobe présente certaines limites. Les bâtiments doivent être éloignés des rivières et les zones inondables. Mais peut-être c'est une solution abordable et efficace qu'on peut considérer. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Brié. Alors, je dois dire que vous touchez un point qui est important, c'est comment construire. Et on sait que l'Afrique va avoir une expansion de sa population urbaine extraordinaire d'ici 2050. Beaucoup de constructions sont construites en informel, en habitat informel aujourd'hui. Donc il s'agit aussi de repenser justement l'habitat informel pour le formaliser d'une certaine manière et surtout accompagner les populations pour transformer leur habitat en un habitat qui prend en compte des traditions ancestrales qui justement permettaient de supporter les chaleurs extrêmes. Et je dois dire que notamment au Bénin, on travaille avec les communes du Bénin pour par exemple construire des écoles en matériaux traditionnels pour maintenir des températures, parce qu'il y a aussi les bâtiments publics qu'il faut prendre en compte, et c'est un sujet tout à fait important. Alors il y a les matériaux traditionnels, et puis il y a les nouveaux matériaux aussi qu'on peut imaginer, que ce soit les matériaux à base de bois ou de bambou ou de chanvre industriel. Et je crois que tout ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, et qui se développe notamment, je le dis, mais il ne doit pas être là, mais Yves-Laurent Sapoval, qui est délégué interministériel en France à ces sujets-là, travaille avec les Nations Unies au sein du Building Breakthrough, en bon français, qui est un groupe qui réunit des acteurs de la construction pour développer justement ces bâtiments en matériaux à la fois traditionnels ou nouveaux pour répondre aux enjeux de la chaleur extrême. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, dernière intervenante du panel, c'est la représentante de la région de Nouakchott, Madame Fatimetou Boukris. Vous êtes directrice du transport et de l'environnement à la région, très investie dans tous ces sujets. Alors, Nouakchott, c'est aussi une région qui est assez sèche, hein. Madame la maire de Paris, la présidente de l'AIMF, rappelait que nous sommes allés à Nouakchott récemment. C'est une ville incroyable parce qu'elle est au bord de l'Atlantique, avec aussi beaucoup d'enjeux sur l'érosion costière ou costale. Et c'est une ville qui est aussi aux portes du désert, donc coincée entre l'Atlantique et le désert, avec beaucoup d'enjeux de développement urbain aussi, puisque c'est une ville qui n'existait pas il y a 40 ans, hein, quasiment, et qui aujourd'hui compte plus d'1 million d'habitants. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les actions que vous menez à Nouakchott ? Merci beaucoup, merci de me donner l'opportunité d'expliquer un peu. Comme vous l'avez dit, et Madame la maire l'a dit un peu plus tôt, c'est vrai que Nouakchott est un peu un cas particulier, puisqu'il est, comme vous le dites, coincé entre l'océan Atlantique et le désert du Sahara. Et c'est aussi, comme vous l'avez dit, aussi une nouvelle ville qui a été créée en 1958 pour devenir la capitale de la Mauritanie après l'indépendance en 1960, et qui a connu vraiment une explosion démographique et spatiale également. Elle est passée de quelques milliers d'habitants en 1960 à aujourd'hui plus de 1,5 million d'habitants, ce qui est quand même énorme.
et donc avec, comme vous l'avez dit aussi, un climat avec une sécheresse accrue, mais aussi des inondations qui peuvent avoir lieu pendant la période de l'hivernage, notamment avec la remontée de la nappe phréatique en période de pluie, qui crée pas mal de dégâts aussi au niveau de la ville. Donc tout ça, nous, on a essayé de faire une réflexion sur ces questions et de proposer des actions qui puissent, en tout cas, lutter contre ce changement climatique aussi. Enfin, ces phénomènes que nous vivons actuellement, mais qui vont être donc accentués par les effets du changement climatique, puisque nous attendons des hausses de température à Nouakchott et qui peuvent atteindre plus de 6 jours par mois avec des températures extrêmes, en plus de ce que nous vivons actuellement. Donc c'est quand même assez... Et température extrême, c'est quoi? C'est 50 degrés aujourd'hui? Des températures extrêmes au sens, en tout cas, que nous on le met, c'est plus de 32 degrés. Mais il faut savoir qu'actuellement, à Nouakchott, la température moyenne annuelle, elle est de 28 degrés. Et donc, on vit quand même ces températures extrêmes plus de 70% du temps. Et que ça va être encore accentué par cette question de changement climatique. Donc, la question centrale, en tout cas pour Nouakchott, c'est la question du verdissement de la ville pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, avec, comme on l'a dit, cette urbanisation très rapide et une densification aussi du centre-ville. C'est vrai que ce sont des questions qui deviennent tout de suite centrales. Donc nous avons mis en place un plan des solutions basées sur la nature grâce à un financement qu'on a mis en place grâce au FEFEM, au Fonds français pour l'environnement mondial, et avec l'appui technique du FMDV. Et ça nous permet en fait de faire une réflexion, d'avoir des actions concrètes pour le verdissement de la ville et de tester de nouvelles choses. Et puis on a essayé de recentrer la question pour travailler sur des choses qui soient vraiment basées sur des données scientifiques. Et c'est pour ça qu'on a développé avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne un projet de recherche sur la lutte contre les inondations par des solutions basées sur la nature, et en particulier par la plantation d'arbres. Donc on a pris des arbres locaux à Nouakchott qui poussaient localement, 5 types d'arbres, que nous avons étudiés avec les chercheurs pendant une année, voir un peu leur taux de transpiration et comment cette plantation d'arbres pouvait lutter contre les remontées de la nappe phréatique. C'est ce qui pose le plus de problèmes actuellement à Nouakchott. Et nous avons pu modéliser donc un nombre d'arbres qui puissent en tout cas lutter contre ça et atténuer ce phénomène. Donc c'était une expérience très particulière et qui nous a beaucoup appris au niveau de la collectivité. C'était aussi une nouveauté de travailler avec le monde scientifique et le monde de la recherche. Et je pense que ça nous a donné aussi un peu goût. Parce que l'une des questions importantes à Nouakchott, le verdissement, la plantation d'arbres, c'est la place de l'arbre en fait, la place de l'arbre qu'occupe l'arbre auprès des populations, puisque avec cette urbanisation, avec l'arrivée en fait des populations qui viennent de l'intérieur du pays, qui sont des populations nomades, qui n'ont pas, entre guillemets, une bonne relation avec l'arbre, qui ne le connaissent pas, et qui l'ont tout de suite associé à la prolifération des moustiques en ville. Et donc, on a un phénomène très important d'abattage des arbres, en fait, parce qu'ils sont, pour eux, source de prolifération des moustiques. Donc, c'est pour ça qu'on continue aujourd'hui ce projet de recherche avec les scientifiques, avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne, pour comprendre un peu quel est le phénomène un peu social derrière ça, et pour essayer de trouver des solutions pour donner à l'arbre une place plus importante, et en tout cas de montrer son utilité aux populations et défaire un peu cette vision qu'ont nos concitoyens actuellement. Donc ça, c'est un premier volet de verdissement. Et puis aussi, nous voudrions essayer, on n'a pas encore mis en place, mais on va le faire rapidement, des méthodes de construction avec du TIFA mélangé à de l'argile, qui permettent en fait d'avoir donc un climat plus clément au niveau des bâtiments. Et en particulier, on va le tester pour des abribus en ville, au niveau du centre-ville, et aussi des zones de repos pour les chauffeurs de bus, mais aussi des commerces qui vont permettre d'être vraiment
un showroom, enfin, vraiment une vitrine pour cette technologie, enfin, cette en tout cas utilisation des matériaux locaux, qui va être dans un endroit vraiment au niveau du centre-ville, en face de l'hôpital national et vraiment au niveau du centre-ville, dans un endroit aussi très fréquenté par les populations et qui va, on espère en tout cas, donner un effet levier à ces techniques, que nous avons essayé d'ailleurs dans le cadre d'un autre projet avec la construction d'une maison de la citoyenneté au niveau des quartiers périphériques, où on a utilisé donc déjà, ce n'était pas du TIFA cette fois, mais des briques comprimées de terre qu'on nous avons testées et qui aujourd'hui montrent vraiment leur effet au niveau de ces quartiers périphériques où justement l'habitat spontané prend le dessus, et de montrer qu'on peut avoir quelque chose, en tout cas, qui puisse remplacer le béton et améliorer la qualité de vie de ces populations-là. Donc voilà, donc nous, en fait, notre stratégie, c'est d'intégrer ces solutions basées sur la nature dans notre vision, dans nos actions au quotidien, mais aussi de se baser vraiment sur la recherche scientifique et sur des données qui vraiment peuvent en tout cas convaincre les citoyens et convaincre les élus, etc., que c'est la meilleure approche à avoir. Merci beaucoup. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir. Un mot peut-être aussi sur l'agriculture urbaine, parce que je sais que c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Madame la Présidente de la région de Nouakchott, et la maire de Paris en a parlé tout à l'heure. C'est aussi un enjeu essentiel pour l'autosuffisance, hein, et puis le développement économique, notamment pour l'autonomisation des femmes. Oui, tout à fait. J'en ai pas parlé parce que Madame la Présidente de l'AMF en a parlé plus tôt. C'est vrai que ça, c'est une expérience qui tient beaucoup à notre Présidente, Madame Fatoumata Abdelmalik, et qui en a fait vraiment un cheval de bataille dès son arrivée au Conseil régional de Nouakchott. Et on a débuté ces actions d'abord un peu en grand, en aménageant 10 hectares au niveau du PK17 à Nouakchott, avec la réutilisation des eaux de rinçage des filtres d'adduction d'eau potable, qui étaient en fait rejetés dans la nature avant et que nous avons récupérés. Et avec cela, on a pu irriguer 10 hectares avec à peu près 130 bénéficiaires, dont 50% de femmes, et qui a vraiment pu engrainer en fait c'est-à-dire les gens, les populations ont vraiment, ça a donné en fait un tremplin pour l'agriculture urbaine qui était presque inexistante à Nouakchott à cette époque-là. Et c'était un bon timing parce que c'était le timing du Covid, c'était en 2020 où les frontières se sont fermées et nous, notre alimentation, en tout cas les légumes et fruits, sont importés à plus de 90%. Et il y a une forte pénurie à Nouakchott et en Mauritanie de manière globale, qui a fait que ça a vraiment fait un effet d'engrenage. Et avec l'installation de notre périmètre, en une année, on a vu vraiment exploser le nombre de périmètres à côté du nôtre où les gens venaient faire l'agriculture par eux-mêmes pour alimenter la ville et le pays. D'un autre côté, ce que disait tout à l'heure Madame Hidalgo, c'est que dans les quartiers périphériques, nous avons essayé de mettre en place des micro-jardins où les femmes, chaque fois qu'il y avait une place publique de libre, d'essayer d'aménager un espace où on pouvait faire du maraîchage. Ça aussi, je reviens à la place de la verdure, du verdissement à Nouakchott, pour essayer de réconcilier en fait les populations avec ce verdissement, parce qu'avec ce maraîchage, elles peuvent utiliser une partie pour le ménage, mais aussi c'est une activité génératrice de revenus qui va un peu donc vraiment donner un entrain en fait pour le verdissement et pour l'agriculture de manière globale à Nouakchott. Et ça a été une grande réussite. Ça a vraiment changé le visage de certains quartiers où nous sommes sur des dunes. Donc vous voyez une dune, mais au-dessus il y a un carré ou un rectangle qui est vert, et ça a changé vraiment l'image de ces quartiers-là. Et ça a créé aussi un microclimat au niveau de ces quartiers-là, en plus bien sûr de tous les avantages qu'on peut avoir avec les coopératives féminines qui peuvent vraiment vivre de ça, ou en tout cas améliorer leur quotidien et même aussi la base alimentaire, puisqu'ils utilisent donc des légumes qu'ils peuvent avoir à proximité à un prix moindre que ce qu'ils peuvent avoir sur le marché local.
Donc, voilà. Merci Fatimetou. Alors, hier, vous m'avez dit quelque chose que... Oui, oui, allez-y. Il y a aussi un aspect culturel très important dans toutes ces politiques-là. Et hier, vous m'avez dit qu'en fait, en Mauritanie, parce que les légumes étaient de toute façon très rares dans les temps anciens, les légumes étaient réservés aux malades, en fait. Et donc, les gens ne mangeaient pas beaucoup de légumes parce qu'ils disaient « Mais non, mais je ne suis pas malade, je ne vais pas manger des fruits et des légumes. » Donc ça a aussi permis de changer ces idées reçues, comme sur les arbres qui sont accusés d'être des véhicules pour les insectes et pour les moustiques en particulier. Alors, on a commencé en retard, donc je vais nous autoriser à prendre un quart d'heure peut-être pour des questions-réponses, si c'est possible. Est-ce que dans la salle, on a quelqu'un qui veut intervenir? Oui. Je vois une main qui se lève ici. Je ne sais pas si on a un micro. Oui, voilà. Madame et monsieur. À gauche. Ah ben, où est-ce qu'il est? Ah ouais, ouais. Bon, on va commencer, d'accord. On va commencer à droite. Très bien. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Marie-Sauve Ndiaye. Je suis du Sénégal, conseillère municipale et ancienne parlementaire. Et je suis là pour... Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis là pour représenter monsieur le maire de la ville de Pikine, Abdoulaye Timbo, qui est membre de l'AMF. D'ailleurs, il m'avait convié au congrès de Cotonou. Et c'est le lieu pour moi de féliciter monsieur Luc Akpo pour l'excellent travail abattu à Cotonou. On avait l'habitude de fréquenter cette ville, mais qui a complètement changé de visage par la baie, par le port et tout. Donc, nous vous félicitons. Mais non, pour parler spécifiquement de l'Afrique, au Sénégal, le Sénégal avait initié un excellent projet, c'est-à-dire la Grande Muraille Verte, qui regroupait pratiquement les pays du Sahel. Et avec ce projet-là, on a pu au moins non seulement rationaliser, mais reboiser. Et à travers ce reboisement aussi, on pouvait puiser beaucoup d'énergie et ne plus agresser notre environnement. Et c'est toujours en latence. C'est vrai qu'au Sénégal, on a un plan stratégique d'adaptation, un plan national d'adaptation, qui vise aujourd'hui à autonomiser surtout les femmes. Et c'est pour moi le lieu de rejoindre ma voisine de la Mauritanie. On est des pays frontaliers. Et aujourd'hui, ce que nous avons constaté au Sénégal, c'est que pratiquement toutes les collectivités sont en train de se donner à corps pour réussir cela. Je prends juste l'exemple de Pikine, ma ville. On a lancé un challenge récemment. C'est une ville qui regroupe 12 communes. Et pratiquement tous les maires des 12 communes sont en train de se battre pour avoir des espaces verts. Et malheureusement, nous sommes en train de réussir cela, y compris la ville qui n'a pas de territoire, mais au moins nous avons pu faire des ronds-points verts à travers le reboisement. Donc nous, on est carrément dedans. Et je suis une femme aussi, et les femmes du Sénégal, vous le savez comment elles sont tenaces. Elles se sont battues pour avoir la parité, mais elles ont aussi insisté pour être incluses institutionnellement dans le plan stratégique d'adaptation. Et aujourd'hui, depuis 2015, les femmes sont très prises en compte par rapport au plan, par rapport à l'autonomisation, par rapport aux cultures de communes même. On commence par la commune, on arrive à la ville avant d'atterrir au niveau national. Et aujourd'hui, ce que nous avons constaté au Sénégal, c'est qu'à travers la commune, les femmes se sont constituées en groupement d'intérêt économique pour faire de la culture de maraîchage. Moi y compris, tout ce que je mange, je cultive ça dans ma maison. On a mis des tables en haut, des serres, et nous cultivons tout, de la feuille de menthe aux carottes. Donc, au moins, c'est un pas que nous avons réussi. Tout ceci m'amène à dire qu'on est carrément dedans. Par contre, au Sénégal, on parle d'adaptation, c'est vrai. Hier, on l'avait souligné dans un atelier. Le problème majeur que nous avons, c'est d'accéder au financement par rapport à l'adaptation. Par contre, l'atténuation, nous, on a dépassé cette phase. Phase étude, atténuation, tout ça, on a dépassé. Mais pour accéder réellement au financement par rapport à l'adaptation, c'est un problème. Parce que pratiquement tous les fonds qui viennent vers le Sénégal, c'est des fonds d'atténuation. Et je pense que Climate va mettre le paquet là-dessus pour qu'au moins les partenaires financiers commencent à financer pour les combats pour l'adaptation. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et pour le plan national d'adaptation du Sénégal, c'est constitué de 5 axes aussi,
des 5 axes qui partent de la culture, l'élevage et en général, qui touchent pratiquement tous les domaines qui vont impacter et nous aider à réduire les effets de serre. Donc c'est ça que j'avais à contribuer. Merci. Et vous avez le bonjour de M. le maire Abdoulaye Timbo qui devait être parmi nous. Malheureusement, il a eu un contretemps. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Oui, il y a beaucoup d'initiatives évidemment qui existent. Devant monsieur, on a deux ici. Ah, puis on avait un monsieur là. Bon, on va revenir après. Ce que je voudrais dire sur le financement, parce que c'est évidemment un point très important, hier le sénateur Dantec, dans son introduction, a expliqué que pendant très longtemps, on a concentré les efforts sur l'atténuation et que maintenant, évidemment, on se rend compte que il est indispensable de mener des politiques d'adaptation parce qu'on est dedans, on est dans le dérèglement climatique. Donc je crois que vraiment les financements vont être réorientés vers l'adaptation et c'est un des enjeux, je pense, des discussions actuelles au niveau international, de mobiliser les fonds pour accompagner les territoires dans l'adaptation. Je voudrais dire aussi qu'il y a beaucoup d'autres exemples qu'on aurait pu citer. Je pense à la ceinture verte de Ouagadougou que nous accompagnons à l'AIMF, qui n'est pas terminée, qui est une construction d'une forêt qui ceinture Ouaga avec aussi du maraîchage, de l'agriculture, etc. Et il y a encore beaucoup d'autres exemples et il y a beaucoup à faire évidemment. Alors, qu'est-ce qu'est le micro? Voilà, mademoiselle. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole et merci beaucoup pour vos interventions. Donc, je travaille au Conseil mondial de l'eau et ma question concerne donc l'eau et notamment l'initiative présentée par le président de la région de Tadjoura. Donc, vous avez expliqué comment les humidificateurs permettent de récupérer l'eau. Et ma question, elle est plutôt tournée vers l'accès. Comment est-ce que vous permettez aux populations d'accéder à cette eau que vous récupérez? Est-ce que vous avez un réseau de distribution? Est-ce que vous avez des partenaires? Voilà, merci beaucoup. Merci. Et si on peut repasser, si possible, l'image de générateur d'eau atmosphérique, parce que l'image de ce que vous voyez actuellement, l'image, l'eau est même installée, le générateur, le conteneur, il y a 2 conteneurs, c'est un est le générateur d'eau, l'autre c'est l'alimentation à l'électricité, donc qu'on ne voit pas. Mais si vous voyez, elle est installée directement dans le village, donc c'est un conteneur. Donc la distribution n'a pas posé tellement de problèmes. Il y a une canalisation d'à peu près 100 mètres qui a été faite avec des fontaines. Donc c'est de l'eau à portée de la population. Donc comme vous dites aussi, on a ce projet aussi d'augmenter le nombre de générateurs ici et transporter vers une autre localité qui est un peu plus loin de 5-6 km. Donc ça, c'est d'autres étapes, mais elle peut être transportable. C'est de l'eau comme un puits. Après, derrière, nous avons les tuyauteries et la robinetterie. Et plus tard, si on arrive à avoir les moyens, c'est aussi d'utiliser pour le sanitaire. Donc avoir des sanitaires pour les populations rurales qui actuellement n'en disposent pas. Donc tout ça dépendra du nombre de générateurs qu'on pourra y installer. Mais tout est modifiable ici, comme vous voyez. Donc, mais l'accès est gratuit, il est libre? Oui, l'accès est gratuit. D'accord. C'est social, c'est plutôt social. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur. Merci. Moi, je suis Tchan Ibrahim. Je suis juriste spécialiste du patrimoine culturel. Je suis béninois. Donc, j'ai 2 questions. Une à l'endroit de la représentante de l'OCDE par rapport à l'étude qui a été effectuée dans la région par rapport aux différents scénarios climatiques. Nous, on fait le même travail, mais focalisé sur le patrimoine. C'est-à-dire nous avons évalué le risque climatique basé sur ces 2 scénarios, mais en lien avec l'architecture de terre qu'on retrouve au nord du Bénin, qu'on appelle l'architecture des Tata Somba. Et donc, à l'issue de cette étude, nous avons vu un peu, nous nous sommes projetés à l'horizon 2080 pour voir que deviendra cette architecture. Et nous avons constaté que, comme le disait la première intervenante, le risque climatique, ou je sais pas,
les effets, les impacts des changements climatiques sont déjà là, mais les communautés au quotidien trouvent des solutions pour s'adapter. Ce qui fait que le risque, il est atténué au fur et à mesure que l'impact, il grandit, quoi. Donc ma question est, est-ce que l'OCDE aujourd'hui a des projets de terrain en lien avec surtout l'architecture, comme vous avez dit que vous êtes... vous parlez beaucoup de l'éco-construction et tout. Cette architecture dont je parle aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est impactée par les changements climatiques, mais elle est en même temps une des solutions face à la crise climatique. Parce que nous sommes d'accord que la crise climatique, elle est d'abord une crise énergétique, et après, les matériaux de construction représentent pour beaucoup dans le réchauffement climatique, alors que ces communautés, en construisant avec l'existant, avec les matériaux locaux, détiennent un savoir-faire qui peut quand même apporter des solutions face à cette réflexion globale et qui est de rechercher des matériaux beaucoup plus écologiques. Donc je voudrais savoir s'il y a des projets que vous faites dans ce sens. Et pour le maire de Cotonou, donc de la capitale administrative d'où je viens, est-ce que la Maison du Climat aussi prend en compte, n'est-ce pas, tout ce savoir-faire que nous avons au nord du Bénin dont je viens de parler, en termes de transition vers l'éco-construction, transition énergétique, parce que cette architecture, elle est bioclimatique et elle peut même elle fait appel à la neuroarchitecture parce qu'elle est adaptée à l'environnement, à l'univers, au paysage et tout. Est-ce que cette maison peut-être pourrait trouver une place, c'est pas importante, dans la formation des jeunes vers ce type de métier lié à l'éco-construction? Merci. Très bien, merci. Madame Brier. Oui, merci beaucoup pour votre question et je suis très curieuse de votre étude et j'espère que vous pouvez partager avec nous. Donc, nous n'avons pas de projet sur le terrain. En fait, donc, au Club de Sahel, en fait, nous collaborons avec des partenaires de la région comme l'UOMOA, CDAO, CIS. En fait, ce qu'on essaie, d'utiliser les données spéciales et mieux comprendre l'exposition de la région au risque climatique. Et en fait, on essaie de trouver des best practices et aussi on essaie avoir des peer learning entre tous les acteurs de les villes, les collectivités territoriales et aussi au niveau de la région. Donc, je pense que pour nous, ça serait très intéressant si on peut voir ce que vous avez fait parce que peut-être c'est quelque chose qu'on peut tirer et partager parce qu'on a beaucoup aussi des projets de capacity building à plusieurs niveaux. Donc, je pense que pour nous, c'est très intéressant. Donc, je vais m'arrêter là et passer la parole. Oui, merci. Merci. Je voudrais préciser que nous avons construit le siège de l'ANCB à Calavi et que l'une des conditions de cette construction, c'était que ce soit basé sur l'éco-construction. Je crois que l'AIMF s'en rappelle très bien. C'était à cette condition que nous avons pu avoir le financement. C'est pour dire aujourd'hui qu'on est obligé de tenir compte de cette réalité dans tout ce que nous faisons. Vous savez, il y a des solutions dont vous avez parlé, qui sont des solutions très simples, comme les Tassomba dans le Nord, par exemple, qui ont apporté la preuve de ce que parfois nous avons besoin de très peu pour des solutions. Nous avons les solutions devant nous. Malheureusement, on est parfois dans des théories qui nous prennent beaucoup de temps. Et malheureusement aussi, parfois, on refuse de tenir compte du passé, alors qu'on ne peut pas construire le futur sans tenir compte du passé. Et je suis totalement d'accord avec vous qu'aujourd'hui, la Maison du Climat en construction, si les partenaires que nous sollicitons répondent favorablement, doivent intégrer tout ce dont nous parlons là. On l'a fait, je crois, M. Frédéric l'a dit tout à l'heure, avec des écoles qu'on a eu à construire dans le zoo. Ça a été aussi une exigence. Il faut des solutions fondées sur la nature aujourd'hui. Sans ça, puisque nous sommes dans la réalité aujourd'hui, tout à l'heure, la Sénégalaise a dit il faut investir dans l'adaptation. L'atténuation, est-ce qu'on l'a réussi ou pas, c'est discutable. Mais aujourd'hui, on est en plein. Dans l'adaptation, il faut y aller. C'est déjà une réalité qui s'impose à nous aujourd'hui. On n'a plus le temps de traîner. Il faut trouver les solutions. Et ces solutions qui ont toujours existé au Bénin seront apportées à la Maison du Climat, puisque, comme je l'ai dit, c'est
les jeunes venus de tous les départements qui devront travailler à la Maison du Climat. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, je vais prendre 2 dernières questions. Donc, monsieur, et puis monsieur là-bas qui avait levé la main il y a très longtemps. Et après, on conclura. Bonjour, merci. Alors, j'avais pris la parole, mais ma question finalement rejoint la question qui a été posée précédemment. Donc, moi, je m'appelle Arnaud Réau, je suis architecte urbaniste installé à Nice, donc dans les territoires méditerranéens. Et je fais partie du Conseil national de l'Ordre des architectes. Donc on est très content en tout cas de pouvoir participer à cet événement et d'entendre toutes ces solutions qui sont proposées et qui sont exemplaires. On entend en tout cas dans les différentes prises de parole la place assez structurante finalement des techniques architecturales, et la question précédente le montrait assez bien. Ce qui semble intéressant, c'est finalement, quelle histoire on va raconter pour donner envie de revenir sur des techniques qui utilisent finalement des systèmes empiriques, l'utilisation des matériaux locaux. Et vous le disiez, effectivement, il y a certains lobbying qui sont assez forts. La question n'est pas de se dire c'est bien, c'est pas bien, c'est de se dire comment finalement on vient recréer une histoire qui donne envie d'utiliser des techniques ancestrales, des matériaux locaux qui vont permettre de recréer des filières économiques locales, de participer à une culture. Et c'est en ça que, en tout cas, je trouve que l'architecture est intéressante puisqu'elle participe à un objet culturel local. On construit du savoir à partir de l'architecture. Et je me posais la question, donc, au-delà de lancer des programmes sur effectivement l'éco-construction, tout ce que vous faites déjà qui est super, c'est comment est-ce qu'on pourrait travailler collectivement à participer à créer une culture de la construction et d'en faire justement un objet culturel de l'adaptation. Voilà. Et est-ce que vous avez des initiatives justement culturelles autour de cette question architecturale ? Merci, merci pour la question. Ça me permet tout de suite de vous répondre parce que je ne sais pas si Adama où est-ce qu'elle est, Adama ? Elle est peut-être dans la régie, malheureusement. Mais on a, alors, à l'AIMF, on a créé un groupe qui s'appelle Urbanisme en francophonie, qui réunit justement les professionnels de l'habitat, de l'urbanisme, les architectes, les urbanistes, pour réfléchir à comment construire la ville à l'horizon 2050, et donc échanger sur la fabrique de la ville, comme on dit. Donc je vous inviterai à prendre contact avec nous, avec Adama, pour éventuellement rejoindre le groupe et participer à nos travaux. Mais c'est des choses aussi qui se font dans chacune des villes présentes et dans chacun des pays. Parce que vous avez parlé des lobbies, c'est vrai que pendant très longtemps, alors je ne sais même pas si on peut parler de lobby, mais les entreprises du bâtiment on poussait beaucoup sur des nouveaux matériaux comme le béton, enfin à l'époque c'était nouveau, par facilité. Et aujourd'hui, on doit revenir à des choses différentes. On doit réinterpréter les traditions en matière de construction, les adapter quand même aussi à la réalité, aux réalités actuelles, aux besoins de confort et aux nouveaux besoins de construction. Mais ça demande aussi aux entreprises de se réinventer, aux architectes de reprendre leur réflexion sur l'habitat. Donc c'est tout un travail qu'il faut construire. Alors, dernière question. Merci. Floris Zonlid, Société Vue sur Ver, spécialiste en habitat écologique. Je prépare en ce moment un programme de formation pour une société ivoirienne en architecture immobilier à Abidjan et qui veut former ses équipes sur les questions d'habitat écologique. Et j'étais preneur, Madame Boucresse, d'un petit peu de précision. Vous avez parlé d'une technique de taffy plus argile. Donc je renseigne un peu tout ce qui existe comme technique. C'est pas exactement le même contexte, mais je suis quand même très preneur que vous en disiez un peu plus sur cette technique de taffy plus argile, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc c'est du Tifa. C'est du Tifa qui est une plante qui pousse en Mauritanie et en particulier aux abords du fleuve Sénégal. Et il y a un projet qui a été fait en Mauritanie et aussi au Sénégal, qui est le projet Tikao,
Et d'ailleurs, il y a les représentants juste à côté, donc je pense que vous pourrez discuter avec eux et ils vous donneront plus de détails, en tout cas techniques, par rapport à ces questions-là. Mais c'est vrai que c'est un nouveau mélange qui vient d'être utilisé en Mauritanie et au Sénégal et testé, et qui donne des résultats assez probants pour la construction. Donc je vous invite à vous rapprocher d'eux, peut-être techniquement, qui seront plus à même à vous répondre que moi. Merci. Merci. Non, on est obligé de... Parce que sinon, je vais me faire enguirlander, comme on dit chez moi dans l'Ouest. Je vais vous proposer 3 mots de conclusion, chacun, pour cette table ronde. Madame Brillet, on va commencer par vous. 3 mots. Je pense que pour moi, c'est en fait encourageant. Juste pas un mot, parce que je trouve qu'il y a plusieurs solutions qui existent. Et je pense que ça, c'est le début de partager l'expérience. Donc, pour moi, j'ai un peu d'espoir. Moi, je pense qu'en écoutant un peu les témoignages des uns et des autres, je pense que l'idée qui m'est venue à l'esprit, c'est vraiment d'essayer de mutualiser en fait les actions. Et à travers peut-être l'AIMF, quand je vois ce qui a été fait au Bénin, à Casa ou bien à Djibouti ou à Nouakchott, je pense qu'il serait intéressant d'essayer de mutualiser les actions pour essayer de répliquer en fait des modèles qui ont fonctionné dans d'autres villes et à faire un échange en tout cas d'expérience sur ces aspects-là. Je parle par exemple de la maison du climat qui compte être faite à Cotonou, et nous avec notre maison de la citoyenneté. Je pense qu'on doit avoir quand même des échanges peut-être sur cette question-là et voir comment on peut travailler ensemble et mutualiser Et je pense que l'AIMF peut être un outil important pour cette question-là. Merci. Oui, merci. Je voudrais remercier l'AIMF pour ce qui a été organisé, remercier aussi la ville de Marseille et insister sur les solutions fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature. Il faut que nous puissions revenir aux solutions qui paraissent empiriques, mais qui sont heureusement réalistes. Oui. Et ça, il faut qu'on revienne à cela. Il y a des choses qui se faisaient, comme on le dit souvent, avant que le siècle ne fût tracé, les angles existaient déjà. Il y a des solutions qui existaient dans le passé, et qu'on a tout le temps négligé, mais qui aujourd'hui s'imposent à nous. Et j'insiste encore là-dessus, parfois avec un peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. Je souhaite qu'on retienne ça. Déjà que l'autofinancement pour les collectivités est assez compliqué. Et avec le minimum que nous avons, en associant les solutions éco, je pense que nous pourrons parvenir aux objectifs qui sont les nôtres. Merci. Merci. Comme on voit un peu partout, le changement climatique est là. Et si nous devons s'adapter et vivre avec, je pense que des solutions qui ont été étalées par des représentants ici sur place doivent être, à mon avis, encouragées. Et ce changement climatique nécessite des financements. Les partenaires, et à mon avis, doivent nous accompagner dans des projets concrets et nous aider à surmonter, parce que si on veut nourrir les populations, si on veut que les populations aient des habitats écologiques pour lutter contre le changement climatique, si on veut aussi que la soif soit atténuée, parce que l'eau devient de plus en plus rare, il y a des profondeurs de plus en plus profondes. Donc je pense que la question de financement est vraiment cruciale. Ce que je constate un peu chez moi, dans mon pays, c'est que les partenaires financiers sont plus étatiques que collectivités locales. Ça nous empêche vraiment de développer et de montrer nos capacités à innover. Voilà. Moi, je vais terminer avec l'eau, c'est la vie. Comme a dit Madame la Présidente, Madame Hidalgo, ce n'est pas trop tard. Il faut essayer de changer de comportement.
avec ce changement climatique, surtout en ce qui concerne Casablanca et l'Afrique, et avec le stress hydrique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, juste avant de terminer, je voudrais donc résumer les recommandations, puisqu'on doit faire des recommandations pour le forum, le sommet. Donc, moi, j'ai noté que la première des recommandations, c'est partager les bonnes pratiques, échanger, ouvrir les expériences et donner à penser aux autres, soutenir l'échange d'expériences, de bonnes pratiques pour réduire l'impact de la chaleur sur les populations des villes en lien avec l'urbanisme et l'aménagement du territoire urbain, et les plantations de forêts urbaines, de zones rafraîchies, et tout ce que vous avez évoqué. Deuxième recommandation, c'est les solutions basées sur la nature, s'appuyer sur la nature pour trouver des solutions innovantes. Troisième élément, c'est soutenir les villes les plus exposées, les populations les plus fragilisées, et vraiment s'occuper des populations les plus en danger pour les aider, notamment pour l'accès à l'eau et l'accès aux zones rafraîchies. Et puis, un élément important, bon, l'eau, vous l'avez dit, monsieur le maire, mais aussi, évidemment, le financement pour les collectivités territoriales, l'accès au financement pour l'adaptation en particulier, et la création de fonds pour répondre à ces enjeux. Voilà, merci beaucoup à tous, merci à toutes et tous pour votre attention et votre participation, et bonne continuation.